Imagine, consacrer toute ta vie à servir ton pays. Pendant 14 ans, tu travailles au cœur de l'appareil du renseignement américain. Tu obtiens certaines des plus hautes habiletés de sécurité du gouvernement. Tu analyses des informations classifiées. Tu collabores avec des agences gouvernementales dont le grand public a souvent aucune idée de l'existence. Et tu participes à des dossiers touchant directement la sécurité nationale. La majorité de ton travail consiste à analyser l'information, établir des liens entre des données parfois fragmentées, identifier des menaces potentielles et produire des évaluations destinées aux décideurs. Puis un jour, on te demande d'étudier un sujet que tu prenais vraiment pas au sérieux. Les phénomènes aériens non identifiés. Au début, tu crois enquêter sur des drones étranges, des prototypes militaires ou de simples erreurs d'interprétation. Mais rapidement, plusieurs hauts responsables du renseignement commencent à te raconter la même histoire. Une histoire de programmes secrets qui existeraient depuis des décennies. Des technologies récupérées auprès d'incidents inexpliqués. Des matériaux présentant des propriétés qui dépassent les connaissances scientifiques actuelles. Des programmes tellement compartimentés que même les organismes chargés d'étudier les phénomènes aériens non identifiés se retrouvent avec des portes fermées quand il s'agit de ces programmes-là. Plus on avance, plus une autre question prend toute la place. Et si le véritable secret n'était pas l'existence de ces programmes, mais plutôt le fait que ces phénomènes-là échappent depuis tout ce temps-là à toute surveillance démocratique, quelque surveillance que ce soit, ils peuvent rien faire contre ça. Imagine que tu rencontres des dizaines de témoins, tu compares leurs récits, tu vérifies leur parcours, tu consultes les documents classifiés, puis tu te heurtes à des portes qui refusent de s'ouvrir. Certaines personnes t'encouragent discrètement à continuer, pendant que d'autres te font comprendre que tu vas beaucoup trop loin. Alors tu te retrouves devant un choix qui va changer tout le cours de ta vie. Tu te tais ou tu deviens lanceur d'alerte contre le gouvernement qui t'a engagé et auquel tu as consacré toute ta carrière. Cette histoire-là, c'est pas juste une histoire de phénomène aérien non identifié. C'est l'histoire d'un homme qui affirme avoir découvert un système fonctionnant depuis des décennies dans l'ombre du gouvernement américain. Et moi, personnellement, j'ajouterais dans l'ombre de beaucoup de gouvernements, le nôtre inclus. Alors, je vous présente l'histoire de David Grush. Bien avant que son nom fasse la une des journaux autour du monde, David Grush menait une carrière presque totalement inconnue du grand public. Contrairement à plusieurs personnalités devenues célèbres dans le domaine des ovnis, Grush provient pas du milieu universitaire, ni du journalisme d'enquête, ni des groupes de recherche civile. Toute sa carrière se déroule à l'intérieur de l'institution du gouvernement américain. Il grandit à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans une famille de classe ouvrière. Grush nous explique que sa famille disposait pas toujours de ce qu'il fallait pour la maison, ni des ressources pour lui donner un parcours universitaire traditionnel. Mais très jeune, deux passions semblent orienter sa vie. La première est la science. La seconde est le service militaire. Ces deux intérêts finiront par se rejoindre lorsqu'il obtiendra une bourse par United States Air Force afin d'étudier la physique. Pour lui, cette opportunité représente beaucoup plus qu'une aide financière. Ça lui ouvre la porte à une carrière qu'il aurait probablement pas pu avoir autrement. Puis après ses études, il intègre officiellement l'armée américaine. Au cours des années suivantes, il est notamment déployé en Afghanistan dans le cadre d'une guerre contre le terrorisme, évidemment. Comme pour de nombreux membres du renseignement, plusieurs de ses actions demeurent peu connues du public, pour des raisons évidentes de confidentialité. À première vue, sa carrière ressemble à celle de n'importe quel autre officier militaire, mais dans les années qui suivent, sa carrière commence à prendre un tournant un peu moins traditionnel, pour entrer dans un univers beaucoup plus discret, le renseignement.
Pendant 14 ans, David Grush a travaillé dans différents secteurs du renseignement américain. Son rôle est d'analyser de grandes quantités d'informations provenant de sources variées afin d'aider les décideurs à comprendre la menace actuelle auquel les États-Unis pourraient être confrontés. Contrairement à l'image populaire de l'espionnage, son quotidien ressemble pas à un film d'action. Le renseignement est avant tout un immense travail d'analyse. Chaque jour, des milliers de données arrivent de partout dans le monde. Les images satellites, les rapports militaires, toutes sortes de communications, les observations sur le terrain, d'autres informations qui viennent d'autres agences ou d'autres pays. Le travail d'un analyste consiste à transformer un gigantesque puzzle en quelque chose de cohérent et présentable. Dans ce métier, les intuitions ont presque aucune valeur. Chaque affirmation doit être corroborée. Chaque renseignement est comparé à d'autres sources. Les contradictions sont retouchées. Les biais sont constamment remis en question. Cette façon de penser deviendra un élément critique pour le récit de David Grush plus tard. Lorsqu'il explique pour quelles raisons il a pris un certain témoignage crédible, il va souvent revenir sur cette méthode d'analyse. Selon lui, c'est pas des histoires extraordinaires qui l'ont convaincu. C'est le fait que plusieurs personnes, puis parfois occupant des postes très importants, décrivaient de manière indépendante des éléments qui semblent cohérents. Au fil des années, son parcours professionnel lui a donné des habilitations de sécurité, parmi les plus élevées au gouvernement américain. Dans l'imagerie populaire, on croit qu'une personne qui a une autorisation de sécurité comme ça a le droit de voir toutes les informations top secrètes. Mais la réalité est vraiment beaucoup plus complexe. Le gouvernement applique ce que l'on appelle le need to know, si tu as besoin de savoir. Autrement dit, même si une personne a une habilité de sécurité très élevée, si la personne n'a pas besoin d'avoir une information, elle va pas l'avoir. Puis à ça s'ajoutent tous les différents niveaux de compartimentage de programmes. Il y a certains programmes qui sont classifiés, d'autres programmes sont compartimentés. Il y a des programmes qui existent à l'intérieur des programmes. Puis les plus sensibles appartiennent à des programmes d'accès spécial, souvent appelés Special Access Program, SAP. À l'intérieur de ces mêmes programmes, les informations sont encore sous-divisées en catégories accessibles à seulement un certain nombre de personnes. C'est donc pas rare qu'il y a deux hauts responsables du renseignement qui ont les mêmes habilités, mais qui n'ont pas les mêmes informations. Pour le citoyen moyen, ça peut sembler bien étrange, mais pour les professionnels, c'est la base de la sécurité de leur système. C'est les fondations. C'est des pleurs d'oignons. David Grush évolue pendant des années dans cet environnement. Il apprend rapidement que l'information représente une forme de pouvoir. Plus qu'un programme est sensible, moins il y a de personnes qui sont autorisées à en connaître les détails, ni même l'existence. Mais à ce moment-là, ils ne se doutaient même pas encore que cette culture-là serait un jour au centre même de son histoire. Pendant toute cette période-là, les phénomènes aériens non identifiés occupent une place presque inexistante dans sa carrière. C'était juste un sujet parmi tant d'autres. Puis à ce moment-là, il ne s'imaginait pas que ce type de catégorie de dossier allait complètement changer sa vie, mettre fin à sa carrière, faire de lui l'un des lanceurs d'alerte les plus connus au monde. On demande aujourd'hui à David Grush quel a été le moment où que tout a commencé. Il va pas parler d'un objet qu'il a observé dans le ciel ou d'une mystérieuse rencontre. Au contraire, son histoire elle commence derrière un bureau, à analyser les rapports, à rencontrer des collègues, puis à juste poser des questions. À cette époque-là, Grush poursuivait sa carrière normalement. Il travaillait au sein de la National Geospatial Intelligence Agency, ou NGA, tout en étant aussi affecté au National Reconnaissance Office, la NRO, deux organisations des plus discrètes dans la communauté du renseignement. Le grand public connaît rarement ces agences-là. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel. La National Reconnaissance Office est responsable du développement, du lancement,
et de l'exploitation des satellites de reconnaissance américaine. Une immense partie de ce que les États-Unis observent depuis l'espace passe directement par cette organisation. Le National Geospatial Agency, de son côté, transforme toute cette montagne d'informations en renseignements exploitables, des images satellites, des cartographies, des données géospatiales, des analyses de zones de conflit, suivi de mouvements stratégiques. Son travail consiste à donner un sens à un paquet de données. Autrement dit, David Grush évolue dans un environnement où on traite des données très, très sensibles. Et pourtant, même dans cet univers où le secret est omniprésent, il existe encore des niveaux auxquels très peu de personnes ont accès. C'est précisément ça qu'il va découvrir. En 2019, Grush reçoit une nouvelle responsabilité. Le gouvernement américain souhaite comprendre mieux les UAP, les phénomènes aériens non identifiés. Quelques années plus tôt, des vidéos filmées par des pilotes de chasse américains avaient été divulguées. Les vidéos FLIR 1, Gimbal et Go Fast faisaient le tour du monde. Pour la première fois, le Pentagone reconnaissait qu'il y avait des phénomènes aériens qui ne pouvaient pas être expliqués, qui étaient observés dans l'espace militaire. À Washington, plusieurs élus commencent alors à poser des questions. Le sujet cesse tranquillement de devenir un simple objet de curiosité. Tranquillement, ça commence à devenir un enjeu de sécurité nationale. Parce que si ces objets sont pas américains, à qui ils appartiennent? Puis c'est dans ce contexte-là qu'ils ont créé le UAP Task Force, il y a quelques années. Sa mission paraît simple, recueillir les informations des différentes agences, comparer les données, évaluer les risques, déterminer si les phénomènes observés représentent des menaces pour les États-Unis. David Grush est choisi comme représentant de la NGA auprès de cette équipe. Pour lui, il s'agit simplement qu'un nouveau dossier. À ce moment-là, il n'y a rien qui laissait croire que c'était pour changer complètement sa vie. Dans toutes les entrevues que Grush fait, il insiste sur un point. Il n'est pas arrivé dans ce dossier-là avec une conviction. Il n'était pas biaisé. C'était pas un passionné d'OVNI. Il cherche pas à prouver quoi que ce soit. Son approche est celle qu'il applique depuis toujours. Observer, comparer, vérifier. Éliminer les explications les plus simples avant d'envisager les plus compliquées. Cette précision est importante parce que ça revient constamment dans son récit. Il explique qu'au début, il s'attendait plutôt à avoir des erreurs d'identification, des projets militaires classifiés ou encore des technologies étrangères. Bref, quelque chose de parfaitement terrestre. Mais rapidement, plusieurs événements viennent bousculer cette idée. Comme tout bon analyste, Grush commence par identifier les personnes qui possèdent le plus d'expérience sur le sujet, des pilotes, des analystes, les responsables militaires, les scientifiques, les directeurs de programme, puis une question toute simple commence à revenir. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Est-ce qu'il y a d'autres informations que la UAP Task Force n'a pas accès? Au départ, ça semble improbable. Pourquoi créer une équipe chargée d'enquêter sur le UAP si certaines informations sont volontairement cachées? Mais pourtant, au fil de ces rencontres, plusieurs personnes lui laissent entendre que la réalité serait beaucoup plus complexe. Certains évoquent des programmes très anciens. Il y a d'autres qui parlent de programmes qui ne relèveraient même pas du UAP Task Force. Mais surtout, plusieurs racontent la même histoire sans même se connaître. Pour un analyste du renseignement, ce détail-là est loin d'être anodin. Une source isolée peut se tromper. 2, ça peut être une rumeur. Mais lorsque plusieurs personnes provenant d'organisations différentes disent la même chose, ben là, c'est plus des coïncidences. La situation mérite d'être examinée sérieusement. Alors Grush décide donc d'aller plus loin. C'est à partir de là que son enquête change complètement de nature. Au cours des mois suivants, Grush affirme avoir rencontré plusieurs dizaines de personnes ayant travaillé directement ou indirectement dans des programmes liés aux phénomènes aériens non identifiés. Dans une entrevue, il parle d'une quarantaine de témoins. Pas des témoins d'observation dans le ciel, des témoins appartenant au gouvernement américain, des ingénieurs, des scientifiques,
des responsables militaires, des officiers du renseignement et des personnes retraitées. Selon lui, certains de ces individus ont eu des postes suffisamment élevés pour avoir eu l'accès à des départements extrêmement sensibles. Mais au début, il demeure prudent. Il écoute, il pose des questions, il compare les récits, mais surtout, il valide les carrières de chacun, leurs habilitations, leurs fonctions et leur accès potentiel à l'information. Cette façon de travailler correspond exactement aux méthodes du renseignement. On ne cherche pas d'abord à croire, on cherche d'abord à savoir si l'information tient debout. Selon Grush, plus les semaines passent, plus un constat s'impose. Les récits se recoupent avec une régularité troublante. Sans se consulter, plusieurs témoins parlent de l'existence d'un programme qui figure pas dans le domaine public. Des programmes protégés par un niveau de compartimentation exceptionnel. Des programmes que même les personnes qui détiennent des habilitations top secrètes connaissent même pas l'existence. Alors pour Grush, c'est plus seulement une enquête sur les ovnis. Il y a une autre question qui apparaît. Comment un programme peut fonctionner pendant des décennies sans véritable supervision? Et surtout, c'est qui décide de ce qui peut être caché au Congrès lui-même? Alors, je vous remercie pour votre écoute. Le meilleur reste pour la fin. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. On lâche pas. On va gagner.